Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Une finale Castres-Montpellier. On peut dire que j'avais pas eu trop le nez creux la semaine dernière lorsque j'annonçais une finale entre Toulouse et l'UBB. D'un côté, on avait le derby du Sud-Ouest entre les deux équipes les plus titrées en top 14 ces 10 dernières années, et de l'autre, un match qui opposait deux formations qui n'ont jamais décroché le bout de bois, mais dont les ambitions et les moyens se font croissants ces dernières années. Quoi qu'il en soit, ces demi-finales furent riches en enseignements, on va voir ça de plus près, mais avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu du sponsor de la vidéo qui est Edusport Academy. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais Edusport Academy, c'est une académie qui est basée à Glasgow, en Écosse, et qui permet à de jeunes sportifs français de parfaire leur anglais et de progresser en rugby dans un environnement semi-professionnel et même de jouer dans un club là-bas. C'est un programme très complet, et donc si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous en fin de vidéo. Alors, ce Toulouse-Castres. Le Stade Toulousain nous avait impressionnés en barrage pour sortir La Rochelle. Dans le sillage de Super Dupont, les Rouges et Noirs avaient écœuré les Rochelais par leur contre-attaque et leur essai marqué très tôt dans la partie, et j'ai bien cru que l'histoire allait se répéter face à Castres lorsque Lebel inscrit cet essai après seulement 1 minute 30 de jeu. Dans une volonté de déplacer le ballon, les Toulousains parviennent à écarter une première fois sur une inspiration de Dupont pour Lebel, et une seconde fois quelques instants plus tard sur un ballon de récupération. Ramos sert Gelon avec une passe légèrement suicidaire, mais le flanqueur fait l'effort de passer les bras malgré la grosse pression défensive. Lebel revient dans le trafic et profite du replacement de ses partenaires pour attaquer l'intervalle. 7-0, le Stade semble alors bien entré dans son match, alors que le CO enchaîne lui les petites erreurs qui minent quelque peu son entame. Seulement, après une vingtaine de minutes, Castres va retrouver des couleurs. Oda Pileta ouvre le score de son équipe et Arnold prend un jaune sur un plaquage assez dangereux, rien de tel pour remettre des Castrés affamés sur les rails. La touche castraise, défaillante en début de partie, finit par répliquer au frère Arnold pour voler des munitions toulousaines. En mêlée également, les avants relèvent la tête et les Tarnais vont récupérer des pénalités qui vont leur permettre de réduire l'écart au score. Mais c'est surtout en défense que les Castrés ont bâti leur succès, en venant presser très haut les porteurs de balles, en empêchant la passe, mais surtout, on le sait bien, c'est le point fort de Castres, c'est en allant batailler dans les rucks, pour éviter que Toulouse ne puisse mettre de la vitesse dans ses libérations et ensuite dérouler son jeu. Et ça, tout en étant quand même très dangereux, très opportunisme sur les moindres erreurs toulousaines, comme sur cette interception manquée de Malia qui permet alors aux trois quarts castrés d'entrer dans les 5 mètres toulousains. Et au bout de l'action, Marchand se voit sanctionné d'un carton jaune, tandis que Geoffrey Palis, lui, se voit refuser un essai. Le Stade s'en sort alors plutôt bien, mais à la mi-temps, c'est bien le CO qui prend l'avantage psychologique. Et ça s'est notamment vu dans les images qu'on avait du vestiaire à la pause, où les Rouges et Noirs affichent une mine assez sombre. Cet avantage se concrétise au retour des vestiaires par une forte pression castraise dans le camp toulousain et un essai malicieux du demi-de-mêlée uruguayen Arata qui vient faire les bordures pour inscrire le premier essai de son équipe. Un essai auquel Toulouse va répondre quelques minutes plus tard. Sur un ballon de récup, Ramos décide de remonter la gonfle à la main et de jouer avec Malia et Fouissac qui trouvent de l'espace dans le couloir des 15. Le ballon est rapidement disponible et ensuite on a un enchaînement de 3 passes d'avant. D'abord Baye, dans son style habituel, qui vient fixer au plus près avant de donner à Richie Arnold, qui fait de même pour son frère Rory. Et là on constate que les défenseurs castrés sont tous fixés par cette cellule parce qu'ils savent que les Toulousains ils aiment bien fonctionner comme ça, avec un avant qui va fixer et faire une passe au dernier moment, pour qu'un autre avant aille péter là où la défense est peut-être un petit peu moins dense ou en tout cas un peu moins concernée. Mais au lieu de venir en percussion, Rory pivote intelligemment pour Ramos qui arrive lancé. Et donc il se retrouve face à Walker, le pilier gauche qui est forcément en retard. D'autant plus que la course de Famouina ajoute de l'incertitude supplémentaire pour la défense. Ramos en profite et vient déborder sur l'extérieur afin de fixer Nick de Crespini, donc le 3ème ligne. Et là ce qu'il va faire c'est très intelligent, il temporise avant de passer, sachant que Kombezou était monté très vite, trop vite pour couper la transmission vers Aki, et ce défaut de timing fait qu'il doit se replacer pour combler l'espace qu'il vient d'ouvrir, et donc il se retrouve dos à l'attaque, et ça c'était le moment parfait que Ramos attendait pour servir son ouvreur, qui là va mettre les gaz et inscrire un essai. Ramos ne transforme pas, mais il inscrit une pénalité, et le score se fige à 16-18 pendant un bon moment, avant qu'Oda Pileta ne lui réplique. Alors qu'on entre dans les 5 dernières minutes, Castres siège dans les 22 mètres toulousains, les avants enchaînent tandis qu'Oda Pileta et Dumora se préparent chacun pour le drop. Seulement on peut voir que Dumora annonce quelque chose à son ouvreur, et ce qu'il lui dit, en substance, c'est que Ramos a délaissé la couverture du fond de terrain pour monter et alimenter la ligne. Et que par conséquent, il n'y a personne derrière le premier rideau. Oda Pileta est servi, mais au lieu de tenter le drop comme il le laissait présager, il pousse au pied pour Nakossi, qui remet à Dumora, et le CO enterre son rival pour filer en finale. Comme je l'ai souligné, cette victoire castraise, c'est avant tout une victoire de la défense. De l'engagement, du combat, ça a tapé très fort, et notamment de la défense autour de Dupont, qui s'est mangé un Arata enragé pendant une bonne partie du match. J'ai lu parfois sur les réseaux que des gens critiquaient Dupont, disaient qu'il n'avait pas été au niveau sur ce match, et moi je pense surtout que quand t'as un pack qui est pris,
qui est un petit peu émoussé, qui est fatigué après sa longue saison et surtout 2 saisons où il joue beaucoup de phases finales, et qu'en plus t'es ciblé à ce point, eh ben tu peux pas faire grand chose de plus. Malgré la défaite toulousaine, je voudrais mettre en avant sur ce match un joueur toulousain que j'ai trouvé très actif et impressionnant, c'est Anthony Gelon. Malgré les sacrés bouchons et les gros pets qu'il a pris, il a été omniprésent en attaque pour relever les ballons et pour repartir au combat, mais en défense, il a été un véritable sécateur, il a mis des gros plaquages, et je pense que c'est vraiment une performance à souligner, et même si son équipe n'est pas allée au bout, en tout cas lui a fait un match plutôt abouti. Pas forcément celui qu'on voit le plus, mais j'ai vraiment apprécié son côté besogneux et infatigable. Bravo aux Castrés pour leur victoire, il n'y a pas vraiment de joueur qui pour moi est sorti du lot sur ce match, mais par contre collectivement ils ont fait le match parfait, celui qu'il fallait pour sortir le champion en titre, et ils retrouveront donc le MHR en finale qui lui s'est débarrassé de Bordeaux. Mais avant de parler de cette seconde demi, vous le savez, si vous aimez le rugby et que vous aimez ce que je fais, et bien tout simplement abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est gratuit pour vous, ça vous coûte rien, mais pour moi ça me fait hyper plaisir et ça permet vraiment à montrer à YouTube que mon contenu vous intéresse. En plus vous êtes 50% à me regarder sans être abonné, donc allez, on corrige ça, on s'abonne. Et donc ce Montpellier-Bordeaux. Ça a été dur, hein. Un score qui n'a quasiment pas évolué après la 15e minute, beaucoup de fautes de main, du jeu restrictif, on est un petit peu loin du rugby champagne qu'on avait vu à Chabon la semaine dernière. Tout comme Castres, Montpellier a d'abord axé sa rencontre sur la défense. Ils ont été très durs sur leur ligne, précis au plaquage avec 89% de réussite, sachant qu'ils ont plaqué 2 fois plus que les Girondins et qu'ils sortent du match avec un petit 41% de possession, ce qui est assez peu. Une tactique qui, combinée avec un avantage d'occupation, 53%, a permis de garder l'UBB sous pression, de la laisser s'épuiser en se heurtant face à un véritable mur défensif, et de se nourrir ensuite de ses erreurs pour la désamorcer. Jalibert et Trinduc ont bien essayé de trouver des moyens de contourner cette défense intraitable, notamment avec des jeux au pied par-dessus, mais ça n'a pas vraiment eu de succès. L'Union Bordelot-Bègles a semblé émoussée, sans solution, trop peu incisive en défense face à des Montpelliérains en forme, Yann Serfontaine et Zach Mercer en tête notamment, et qui ont survolé leur sujet. Le troisième ligne est d'ailleurs impliqué sur le seul essai de son équipe, en transmettant après contact pour Boutier, et sur l'extérieur, Lucu et Woki arrivent trop tard pour suppléer Cordero, qui ne peut que regarder Ratez aplatir en coin. J'ai pas tant de choses à redire sur ce match, je dois vous avouer. Bordeaux a fait trop de fautes pour pouvoir espérer bousculer un MHR en place, sûr de ses forces et surtout qui peut compter sur les bottes de ses joueurs, donc Garbizi et Boutier qui ont tous les deux tapé un drop, mais surtout sur Aprasidze et son jeu au pied de mammouth qui a puni les Bordelais en fin de partie à plus de 50 mètres de distance, et ce genre d'atouts seront des armes particulièrement intéressantes dans leur finale qui va les opposer à Castres. Si les barrages ont été placés sous le signe de l'attaque, c'est bel et bien la défense qui, elle, a donné le ton des demi. Et on peut dire que le MHR et le CO sont deux équipes particulièrement à l'aise dans ce secteur. Après mes pronos foireux de la semaine dernière, je pense que je vais me garder d'annoncer un vainqueur pour la finale, mais je pense, et je suis pas le seul à le penser, que le jeu va être assez restrictif, qu'il va pas y avoir beaucoup d'envolées, ça va être surtout basé sur la défense, sur le combat, l'engagement, et sur le jeu au pied aussi, parce qu'on l'avait vu, Urdapilleta Dumora face à Boutier, Garbizi et Aprasidze en fin de partie, ça peut donner des opportunités assez intéressantes. Je pense qu'on va beaucoup chercher les 50-22 à déplacer les joueurs, parce qu'il y a des longs jeux au pied des deux côtés. Sachez que je serai présent au Stade de France pour la finale, j'ai pas vraiment d'équipe que je supporte, il n'y a pas vraiment d'équipe qui attire ma faveur, donc que le meilleur gagne, et offrez-nous une belle finale, c'est tout ce que je demande. Et vous dites-moi dans les commentaires qui vous voyez remporter la finale, et quels sont vos pronostics. On arrive à la fin de la vidéo, mais avant de la conclure, j'aimerais vous parler un petit peu plus en profondeur d'Edusport Academy, qui sponsorise cette vidéo. Donc comme je l'ai expliqué en intro, Edusport Academy est basé à Glasgow en Écosse, et d'ailleurs petite parenthèse, Glasgow c'est une super ville à visiter, donc c'est déjà hyper vivant, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, mais aussi il y a une vie culturelle qui est assez foisonnante. Bon, le temps est pas terrible, mais au moins il y a pas mal de bars pour s'y réfugier, donc franchement c'est une super ville à découvrir. Et donc Edusport Academy propose un programme qui permet de se perfectionner en rugby dans des conditions semi-professionnelles, et aussi de parfaire son anglais en étant en immersion dans la vie écossaise. J'en parlais la semaine dernière, mais j'ai moi-même joué en Écosse, j'y ai passé 6-7 mois, il y a ça 2 ans, j'avais joué 18 matchs, ce qui était beaucoup, je faisais 2 matchs par semaine, mais il n'y a rien de mieux pour progresser déjà en rugby, parce que tu joues tout le temps et c'est trop cool, mais aussi pour progresser en anglais, parce que du coup t'es dans un milieu où ça parle pas français, donc ton cerveau il est conditionné pour apprendre au maximum, et c'est hyper cool comme sensation de voir que tu progresses sur les deux plans, et aussi bien évidemment tu fais des super rencontres. Moi j'ai plein de potes là-bas que j'ai hâte de rencontrer lorsque je retournerai en Écosse, j'espère que ça va bientôt arriver, mais voilà, donc franchement Edusport Academy, c'est un super beau programme, je vous invite vivement à aller voir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Il n'y a pas que le rugby, il y a le foot, la danse,
et aussi d'autres sports comme le basket par exemple. Moi ce qui m'intéresse c'est bien évidemment le rugby, mais en tout cas sachez qu'en ce moment il y a une offre, donc déjà 10% de réduction pour les personnes qui viennent de la chaîne. Donc pour ça c'est assez simple, je vous explique tout en description, mais en gros quand vous allez vous inscrire et expliquer vos motivations, vous marquez l'Ovalist dans la case motivation et vous avez 10% de réduction. Et bon plan numéro 2, en ce moment si vous parrainez un ami, vous avez 250 livres de réduction sur vos frais d'inscription et 250 livres de réduction sur les frais d'inscription du parrainé. Donc ça fait 500 livres d'économiser au total, c'est de belles économies, on va pas se le cacher. En attendant, j'ai hâte de descendre à Paris pour la demi, j'espère que ça va être un beau match, une belle finale. Le premier contre le deuxième, ça promet d'être assez serré, de voir aussi de beaux chocs. De votre côté, je vous invite à m'écrire en commentaire parce que c'est toujours un plaisir pour ma part d'échanger avec vous. Moi je vous dis à la prochaine, bye Lovali.